Bonjour, et alors merci de m'avoir invité à parler de ce sujet évidemment fondamental, les cabanes. Et merci aussi à Brigitte, enfin je ne connais pas, j'ai oublié son nom là tout de suite, parce que en fait là il y a effectivement des liens naturels entre la cabane dans les romans, moi je vais m'occuper de la cabane dans les romans, et la cabane dans les albums, bien sûr. Et merci aussi à tous ceux qui ont parlé hier de la maison, parce que de fait, j'étais sensible au fait que nous avons tous tenté de construire des typologies, et c'est mon cas aussi. Et c'est compliqué de construire des typologies en littérature de jeunesse. C'est donc un exercice que je tente ici, puis que je tente depuis quelque temps, avec un projet dont je vous parlerai. Alors certes, les cabanes m'intéressent, mais au plus large, ce qui m'intéresse au final, puisque je suis vieille, c'est effectivement de pouvoir faire une sorte de manuel pour le roman, concernant le roman pour enfants, parce que lorsque j'enseignais, j'étais très très mécontente de ce que nous enseignons en littérature de jeunesse à nos étudiants. Alors là, c'était des étudiants PE, mais ça aurait été n'importe quel étudiant, je pense que j'aurais été mécontente. Et je trouve que le fait de construire ces typologies et d'avancer doucement, comme ça nous fait avancer sur le chemin d'une poétique singulière de la littérature de jeunesse qui est encore à construire. Alors évidemment là je me suis coupé l'herbe sous les pieds, j'ai dit ma conclusion, alors qu'il fallait bien évidemment je me lance dans l'introduction. Bien, alors, lorsque je me lançais dans les cabanes, c'était le confinement, et mes petits voisins de 2 et 4 ans faisaient un bruit épouvantable dedans, et mes autres voisins du rez-de-chaussée, un bruit extraordinaire dehors. Et en fait, tous les deux groupes construisaient des cabanes. En fait, la première s'est terminée par une dispute homérique, des hurlements. « Elle m'a démoli ma cabane, elle n'en avait pas le droit !» Mais par chance, la seconde, alors voilà, la seconde a tenu le coup, et ce ne fut pas le cas de bien des couples qui, selon ce qu'en dirent les médias, fort indiscrets. Alors là, j'ai demandé l'autorisation quand même. Voilà, alors le corpus des cabanes en littérature de jeunesse et concernant le roman est absolument énorme, gigantesque, et je dois remercier toutes les copines bibliothécaires qui, pendant tous les confinements, m'ont envoyé des cabanes. Donc voilà, des cabanes, il y en a 80 dans le répertorié, dans le catalogue BNF, mais c'est seulement depuis les années 60, et alors bien évidemment, si on prenait la cabane depuis le début, j'ai essayé, nous en aurions bien plus encore. Alors, c'est peu de dire que la cabane est un topos, bien évidemment. C'est surtout un cliché, un stéréotype, un poncif, bref, un lieu commun. Difficile traduire ça. Mais la cabane est surtout, et on l'a vu tout à l'heure avec les cabanes albums, c'est un jeu délicieux, et c'est un jeu délicieux. Là j'ai pris la série Bennett, très oubliée, mais évidemment, peut-être vous la connaissez, des années 50, et c'est un jeu que les collégiens adorent, surtout lorsque le directeur va avoir la cabane qui va s'effondrer sur lui. Voilà. Alors, évidemment, il n'aime pas ce jeu, mais il y a une mère d'élèves qui soutient le projet des cabanes. Comme elle est riche et puis qu'elle est aristocratique, évidemment, on va l'écouter. Et cette mère d'élèves dit mais il y a un très joli étang où on pourrait jouer au Robinson. Alors, bien sûr, vous comme moi,
hein, vous avez bien repéré qu'il s'agit là, évidemment, le substrat, le livre source, c'est naturellement Robinson, hein, bien sûr, et seul livre auquel avait droit, et effectivement, ce pauvre Émile, puisque la cabane, de fait, est le vrai château en Espagne de cet heureux âge, où l'on ne connaît d'autre bonheur que le nécessaire et la liberté, nous dit Rousseau, qui par ailleurs, lui, évidemment, concernant les cabanes et les enfants, était plutôt en faute. Alors, nous allons nous construire un classement d'un point de vue pragmatique, tout à fait pragmatique et pas du tout théorique. En fait, quelles sont les conditions de construction de ces cabanes? On est d'accord que ce directeur était inculte, bien sûr, mais en plus, il était doublement inculte puisque les Boy Scouts sont britanniques quand même, malgré tout. Et il aurait dû, évidemment, savoir enfin, enseigner à ses collégiens ce qu'on appelle le froissartage. Je ne vous ai pas mis là des traités de froissartage, il y en a de partout, évidemment, qui permettent aux cabanes de tenir. Mais évidemment, si la cabane avait tenu, il n'y aurait plus d'histoire. Hein, nous sommes bien d'accord. Alors, des cabanes optimistes d'abord, des cabanes optimistes, eh bien voilà le modèle physique de la cabane que l'on retrouve depuis le début. Madame Mallès de Beaulieu, première Robinsonade en 1845, envoie un jeune Félix de 12 ans sur une île déserte construire une cabane. Alors lui croit qu'il va construire une cabane comme Robinson, mais vous vous souvenez naturellement que dans Robinson il n'y a pas de cabane. En fait, il y a une caverne, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et alors il construit une cabane autour de 4 arbres, vous voyez, 4 arbres, et ces 4 arbres, on va les retrouver, mais constamment, et dans toutes les bibliothèques bien fournies, vous avez le livre des cabanes, et c'est comme ça qu'il faut faire une cabane. Il faut trouver 4 arbres et faire la cabane autour. Ce n'est pas simple, parce que dans le livre je ne l'ai pas mis ici, de Jean-Claude Lalumière, en 2019, quand même, les collégiens ont beaucoup de mal à trouver leurs 4 arbres et à faire la cabane donc de la Robinsonade du début. Alors, de Mallès de Beaulieu à Jules Verne, ces modèles sont naturellement utopiques. Vous avez reconnu ici ce que Foucault appelle l'hétérotopie. Alors voilà encore un classement, c'est-à-dire des lieux autres où se construisent évidemment l'utopie du civilisateur et du colonisateur. Alors, je vais mettre ces cabanes-là de côté, parce que, en fait, elles ont été traitées par Bertrand Gage dans le livre sur l'écologie qui a été dirigé par Nathalie Prince. Donc là, si vous voulez tout savoir sur ces cabanes-là, voilà, vous aurez cela. Moi, évidemment, je reviens à ma comtesse de Ségur-Chéry, qui commence, vous savez, dans la série Sophie, le 3e tome, par la construction de cabanes. Alors, elle construit des cabanes. Je suis désolée, c'est pas du tout. Là, nous avons un dessin de Pécou, mais en réalité, il donne le 2e modèle des cabanes à 2 pans. Et en fait, dans le texte, c'est pas du tout comme ça que sont construites les cabanes. Elles sont construites avec des piquets bien droits et qui ressemblent aux 4 arbres en question. Bon, quoi qu'il en soit, les cabanes donnent lieu à une immense leçon de morale. C'est la comtesse de Ségur quand même, puisqu'en fait, évidemment, il y a dispute et le petit garçon, donc Jacques, arrive moins bien que les grands cousins à construire la cabane. Alors, il faut l'aide des papas, etc. Et puis ensuite, tout le monde se fait attraper parce que, évidemment, on n'a pas aidé le petit. Ceci dit, la comtesse, ensuite, va clore les cabanes. Et pourtant,
c'est là où se passent les vacances. C'est quand même là où elles vont se passer tout le temps et où les enfants seront libres. Ils seront libres comme dans les albums qu'on vient de nous montrer. Alors, après ça, la comtesse se lance dans une Robinsonade. Alors, vous voyez le lien cabane-Robinsonade, et elle se lance dans une merveilleuse Robinsonade, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez par cœur, bien sûr. Il s'agit du retour de Paul, qui est le cousin de Sophie, qui vient de passer 5 ans sur une île déserte, avec monsieur de Rosbourg, qui vient à Fleurville renforcer un peu l'état des familles, puisqu'il n'y avait que des femmes donc, à Fleurville. Et alors, quel est le lien entre les deux moments du livre, la construction des cabanes et les Robinsonades? Alors, bien sûr, il y a ces huttes, ces merveilleuses huttes, que M. de Rosbourg construit avec une hache et un couteau qui vont faire l'émerveillement des sauvages, qui sont bien sûr les habitants premiers de l'île et qui seront fort émerveillés par cela. Mais au fond, ce n'est pas cela qui intéresse réellement la comtesse de Ségur. Parce que ça, c'est simplement le paysage historique et éducatif, et elle le prend comme tel. C'est un acquis de la réalité, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer sur l'île, à savoir le lien construit par Paul avec M. de Rosbourg. M. de Rosbourg sauve Paul du naufrage, mais Paul va sauver M. de Rosbourg à 2 reprises, et c'est cela qui intéresse la comtesse et qui est le sous-récit que l'on va tirer avec difficulté de Paul pour dire que finalement, M. de Rosbourg est son adulte d'élection. Et ça, c'est absolument essentiel puisque chez la comtesse, évidemment, le lien entre enfants et adultes, c'est un lien d'élection. Et ce n'est pas un lien de famille, contrairement à ce qu'on croit. Alors, évidemment, Sophie est essentielle dans cette affaire. Elle-même a perdu ses parents dans le naufrage. Et Paul, comme Sophie, vont expliquer à quel point leurs parents étaient de mauvais parents. D'accord ? Et donc, la série se termine sur le fait que et Sophie et Paul peuvent retrouver famille. Voilà. Donc la cabane chez la comtesse de Ségur, c'est effectivement le moment de concrétiser un vrai pacte avec un adulte choisi, loin des liens factices, vous savez, qu'avaient les sauvages avec des lianes dans l'histoire de la Robinsonade. Alors ça, c'est très important, et vous avez vu tout à l'heure, dans les albums qui nous ont été présentés, plusieurs liens du même type. Il y a Gabriel Vincent. Évidemment, je n'ai pas pris les autres, mais vous avez vu qu'il y avait des alliances comme ça qui se faisaient même avec le grand-père mort ou avec la grand-mère qui pourrait mourir. Donc voilà, la cabane est aussi ce lieu absolument fondamental. Et en même temps, que par le même mouvement que la comtesse crée ce lien qu'elle va répéter dans d'autres romans. C'est pas seulement le cycle de Sophie. Gisèle aussi dit hélas, nous devons revenir à nos parents, mais quel dommage que nous ne puissions pas les choisir. J'ai pas la citation, mais c'est cela. Eh bien, elle ouvre cet espace qui est en fait celui de, bien sûr, Winnicott, qui est l'espace ludique et fictionnel des enfants. Et ça, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire dans cette cabane du départ des vacances, et sur lequel on ne reviendra pas, bien évidemment, c'est là où les enfants sont libres, et libres d'inventer toutes sortes de fictions. Et donc... Je reviens sur les cabanes d'après. Je ne parlerai pas de la wilderness américaine, je n'en ai pas le temps parce qu'elle est particulière et compliquée et aussi assez liée à l'histoire de la cabane de l'oncle Tom, et il faudrait en faire donc un exposé à part entière. Alors là, je pars plutôt de la cabane du clan des Sept,
C'est une cabane dans l'arbre, et vous en avez vu tout à l'heure, des cabanes dans l'arbre. Et la cabane dans l'arbre, elle est particulièrement intéressante parce qu'on peut y voir, comme dans les plans coupés d'Éléonore hier, au fond, mais alors évidemment, comme c'était des plans coupés pour enfants jeunes, en fait, on n'y voyait pas toutes les horreurs du monde des adultes. Or, si on enlève le mur, eh ben, évidemment, on se retrouve dans Zola, vous voyez, hein, on se dit « Ah, que va-t-il se passer dans ces appartements hein ?» Voilà, et c'est ça, en fait, la série, les séries des aventures policières qui ont été terriblement contestées, évidemment, à partir des années 30, parce que c'est parfaitement immoral d'aller voir ce que les adultes peuvent bien faire. Et bien sûr, j'ai noté la cabane magique, puisque c'est l'image symbolique, évidemment, de toute bibliothèque. Voilà. Alors, pour revenir et finir sur les cabanes optimistes, j'ai un corpus gigantesque de cabanes optimistes, je vous donne les deux dernières qui m'ont paru absolument sidérantes. La première de Stéphane Servan, hein, moi j'aime bien Stéphane Servan, il écrit bien, et là il nous montre une cabane au 20e étage d'un immeuble avec un jeune il ne s'appelle pas Alex, il s'appelle Yanis, et où il va protéger sa petite copine Tamara qui est en fait SDF. Et il va la protéger parce que la cité des fleurs n'est pas facile, elle est pleine de violence. Et voilà le texte. Le texte est quand même intéressant puisqu'il dit que la cabane transforme les enfants en oiseaux, des oiseaux de jour, de nuit, de France, d'Afrique, d'ici, de là-bas, noirs, verts, jaunes, bleus, rouges et blancs à la fois, des oiseaux du monde. On dirait ce texte directement issu de la prose très lyrique et inclusive des années 50, André Claire à Jacqueline Servon, hein, en fait. Bon, la plus extraordinaire des cabanes optimistes, pour terminer sur les cabanes optimistes, c'est celle de Yuri Orlev, la cabane rue des Oiseaux, où Alex et son père se cachent dans le ghetto de Varsovie. Le père est pris dans une rafle. Alex va se réfugier dans une ruine d'une maison détruite qui devient sa cabane et où il robinsonne. Hein. Il va le dire tel quel. Et il va même dire la chose suivante, qui est assez étonnante. Il va tuer un soldat allemand et dira la chose suivante. J'essayais de contenir mes larmes. Après tout, je me trouvais dans la situation de Robinson Crusoe. Lui aussi avait tiré sur les sauvages lorsque ceux-ci avaient voulu manger vendredi. Et grâce à la cabane, il va retrouver son père. Donc, dans toute cette partie, vous voyez que la cabane s'avère un opérateur essentiel à l'histoire de la littérature de jeunesse, à la fois parce que c'est un espoir constant de renouveau d'histoire de l'humanité, celui de dépasser les crises violentes et surtout pour l'enfant, l'espoir de trouver l'alliance positive qui lui permet de grandir. Mais évidemment, on ne peut pas rester toujours dans le rose, n'est-ce pas ? Et donc, je passerai aux cabanes pessimistes, et celle-ci, vous la connaissez fort bien. C'est évidemment Lord of the Flies, Golding, qui est un classique scolaire plus qu'un classique de l'enfance, il faut bien le dire, et dans lequel le jeune Ralph, ici présent, hein, l'un des héros, lance le projet de construire des cabanes. Mais il ne va pas y parvenir parce que ces cabanes sont là pour faire abri pour les petits. Alors on voit les petits de façon un peu indistincte sur la photo et ces petits, ils n'arrivent jamais à les compter, ils ne savent pas combien il y en a et dès les premières pages du livre, ils vont en perdre un. Et donc, à partir de là, ils ne feront pas cabane. Et à partir de là, les choses iront très mal. Et vous le savez, jusqu'à la fin où le marin, vous connaissez la fin, fait la réflexion suivante. Il m'aurait semblé qu'un groupe de garçons britanniques, car vous êtes tous britanniques, n'est-ce pas, aurait réagi de façon plus énergique. Sous-entendu, l'éducation Boy Scout vous étant familière, vous auriez dû comprendre que le grand jeu n'était pas sacrificiel en intra-spécifique.
Mais ce roman, pour moi, n'appartient pas réellement à la littérature de jeunesse, mais malgré tout, c'est 56, et vous savez qu'on a progressivement une littérature de jeunesse de plus en plus pessimiste, particulièrement sur le roman ado. Et ce pessimisme va évidemment descendre vers le roman des petits, ce roman qui m'intéresse tout à fait particulièrement. Alors je vais vous donner que 2 exemples sur mon campus. Ce très beau roman un peu oublié de Bjørn Ingvaldsen, je ne parle pas le norvégien, j'en suis désolée, et donc qui s'appelle En haut du poteau, où 2 enfants construisent tout au long de l'histoire une cabane. Et ils construisent tout au long... alors, une cabane à la 2 faux, très canonique, hein, alors même attachée à appuyer un rocher. Pardon. Et puis... il va falloir que Simon monte en haut du poteau et ait un très grave accident pour que l'autre enfant, Bjørn, se rende compte que ça ne va pas, qu'il y a une situation extrêmement grave. Et la situation extrêmement grave, elle est exprimée de la façon suivante. Soudain, j'ai compris ce qu'il en était de maman. Je comprenais qu'il lui arrivait quelque chose de sérieux, de grave. Et si les gens parlaient comme ils le faisaient en permanence, cela signifiait que maman pouvait mourir. Et papa, comme mamie, et certainement Linda, qui est la grande sœur, tous l'avaient compris et essayaient de me le faire comprendre, car ils n'osaient pas me le dire franchement. Et j'ai pensé que si on n'avait pas construit cette cabane, rien de tout ça ne serait arrivé. Alors j'ai décidé de la démolir. La cabane était donc illusoire, elle n'empêche pas le tragique, bien au contraire, elle le cache, le jeu enfantin voile la vérité, nous dit Ingvaldsen. Il en est de même dans ce petit livre, Le Petit Prince de Calais, que nous avions vu l'année dernière sur la pauvreté, hein, qui est un très beau livre. Pascal Telade fait une narration à la 3e personne. Il ne veut pas se mettre tout à fait à la 1re personne dans la peau de Jonas, jeune érythréen, qui se trouve soudain lancé dans l'immigration alors qu'il vivait paisiblement dans sa famille. Et Jonas fait tout bien. Il va tout faire bien, tout ce qu'on lui a dit. Il va parvenir à Calais. Et le lecteur croit en son destin positif. Mais en fait, il construit une cabane au bord de la mer, et cette cabane est faite de carton et de plastique. Et bien évidemment, le carton et le plastique, bien impossible de faire face à un hiver rigoureux avec cela. Et donc, on reprend le cadre de la petite fille aux allumettes pour décrire la fin tragique de ce garçon. Cette fin tragique que personne ne comprend, et sûrement pas le groupe de copains qui avait commencé autour de Jonas, donc un jeu à la façon Club des 5, et qui ne le verront même pas mourir. Donc la cabane n'abrite pas de l'hiver, elle ne permet pas le lien social entre Jonas et les jeunes, et elle ne sert à rien dans cette tragédie inéluctable. J'en ai d'autres, hein, mais je ne veux pas vous faire pleurer plus longtemps. Je passe aux semi-cabanes, aux cabanes qui marchent avec difficulté, celles qu'on rencontre dans la production actuelle. Une cabane oui, mais, en quelque sorte. Alors, ce ne sont plus, bien sûr, des hétérotopies, mais des visites modestes du lieu commun, et une sorte de renouvellement quand même de celui-ci. Alors j'ai commencé par le cabanon de l'oncle Joe que tout le monde connaît, hein, il s'agit de Brigitte Smadja, et de 2 dépressions, celle de la petite fille qui arrive de Tunisie et de l'oncle Joe, hein, et qui vont en fait se guérir de cette dépression en construisant une cabane et un jardin. Ah oui, j'ai pas dit, mais le jardin, bien sûr, est complètement lié aux images rousseauistes de départ. Hein. Donc voilà. Eh bien, ils vont se guérir. Et vous voyez qu'en 96, l'utopie fonctionne encore. Alors, la cabane sera détruite, le jardin également. Jean-François Chabas est beaucoup plus pessimiste. Il va abriter 2 sœurs, Salomé et Lou, dans une cabane en pleine forêt.
On ne sait pas très bien ce qui leur est arrivé, et elles vivent dans la misère, mais la cabane est très solide. La cabane est très solide, et on peut taper dessus à coups de pied, et elle est d'évidence imputrescible. Alors ça, c'est déjà intéressant. Et puis alors, ces deux sœurs vont faire alliance avec une sorte d'homme des bois qui connaît la nature. Bon, alors ça, c'est le nouveau lien avec la nature. C'est les fameux secrets de la chauve-souris, et qui va permettre aux deux sœurs finalement d'être protégées, et d'être protégées effectivement des plus grandes violences. Et là, il s'agit du viol, hein, et c'était la raison de leur refuge dans la nature. Anne-Laure Bondou, bien sûr, vous l'auriez attendu là, hein, elle a fait de nombreux romans où il y a des cabanes. Je n'en cite qu'un ici, L'aube sera grandiose, puisque la petite Nine est amenée par sa mère dans une cabane très loin dans la forêt. Et là, on va lui raconter l'histoire familiale. Et l'histoire familiale est effectivement liée à un père dangereux. Mais les femmes vont tenir le coup, et elles vont finalement être apaisées à la fin du roman. C'est sans doute... donc, vous voyez, on a des histoires de familles abîmées, de violences mortifères, de jeunes en difficulté, mais la cabane constitue une ultime chance, hein, que l'on teste comme Salomé du bout du pied, un lieu commun, éculé, qui peut faire fiction, mais de façon modeste, hein, à la marge, qu'il faut tenter pour le moment, parce qu'on n'a pas finalement d'autres pactes. Enfin, du moins, je ne les ai pas encore repérés. Peut-être que je vais pouvoir les découvrir. Catherine Rundel, avec l'explorateur, reprend un récit de survie dans la jungle amazonienne avec 4 enfants entre 12 ans et 5 ans. Et ils vont trouver une cabane à la Malaise de Beaulieu. Mais elle est abîmée. Elle est endommagée. Et c'est cette cabane qui va quand même leur permettre de prendre courage et de faire un périple où ils vont trouver aussi là un homme étrange parce que abîmé par la civilisation, abîmé par la vie, mais qui va très temporairement faire un pacte avec eux, un pacte pour jouer rôle de père et donc les sauver. Alors vous voyez que c'est fugace, hein, c'est fragile à nouveau, et c'est surtout lié au secret, c'est-à-dire il est hors de question désormais de dire ce qui se passe dans la fameuse jungle amazonienne et parler des civilisations disparues. Hein. Voilà. Alors, l'utopie donc se dit du bout des lèvres, en toute connaissance de cause, et surtout en connaissance des exactions du passé et des leurres qu'annonçaient les idéologies très sûres d'elles-mêmes. Je viens d'en découvrir une il y a quelques jours, vous la connaissez sûrement, Sarah Pennypacker, avec Pax et le petit soldat, où l'enfant et la femme soldat, hein, tous deux avec des histoires violentes, vont se retrouver dans une cabane, et bien sûr avec l'histoire de Pax le renard, qui nous rejoue le Petit Prince avec un héros non voué à la mort, que ça soit l'enfant ou son double le renard. Hein. De la même façon, dans les 2 dernières dystopies récentes, vous voyez, Sirius, Stéphane Servant à nouveau, et Vincent Villemot, Nous sommes l'étincelle, mais évidemment c'est du roman ado. Il y a bien des cabanes, mais elles sont extrêmement fragiles, et elles aident pour un temps, mais elles ne sauvent pas l'humanité. Voilà, j'en arrive au bout. Et conclusion sur ces fameuses cabanes, je suis peut-être allée un peu vite. En fait, la cabane est effectivement magique dans sa banalité d'objet ordinaire de l'enfance. Elle renvoie naturellement au lien avec les Lumières pour les récits de survie et d'aventure. Elle permet à l'enfant de créer de la sécurité, et on l'a vu dans les autres communications. Alors, la littérature de jeunesse est un univers répétitif. Moi, j'ai eu toute ma vie à faire à cette question, puisque un univers répétitif, avec stéréotypes, recettes narratives, évidemment, c'est un univers non littéraire. Bon, alors, pour moi, c'est bien sûr pas vrai.
Et donc, il est nécessaire maintenant de travailler là-dessus. Voilà. Évidemment, sur le partage entre adultes et enfants autour des fictions fondatrices. Mais La Cabane nous invite évidemment aussi à aller voir de près ce qu'il en est dans les romans pour enfants. Et vous voyez, en tricotant, je dirais, en tricotant ensemble les stéréotypes, pour moi, et puis ce qui se dit des différentes périodes éducatives, souplement. Oui, je parle bien des différentes périodes éducatives. Je sais que le mot didactique chez nous, c'est un peu tabou, mais je le dis quand même, avec les variations éducatives. Alliance des motifs, des poncifs et des projets didactiques et littéraires, eh bien peut-être qu'on arriverait à construire, mais je n'en suis pas sûre, puisque j'échoue depuis 2 ans à construire une mini-poétique qui mérite encore bien des efforts descriptifs. Je vous remercie.